On parle des 6 règnes aujourd'hui. Donc, les scientifiques ont classifié les organismes vivants en grands groupes selon certaines caractéristiques. Avant, il y avait 5 règnes. Quelques années passées, il n'y a pas si longtemps. Mais maintenant, on est rendu à 6 règnes. Avant de commencer, je vais utiliser des termes qui sont importants à comprendre. Donc, je vais utiliser les termes eucaryotes et procaryotes. Caryote veut dire noyau, OK? Et veut dire vrai. Donc, les organismes qui sont eucaryotes ont un vrai noyau à l'intérieur de leur cellule qui est entouré, donc le noyau est entouré d'une membrane cellulaire, OK? Il y a aussi d'autres organismes membranaires qu'on va voir plus tard. Donc, les eucaryotes, on voit vraiment un vrai noyau défini dans lequel il y a l'ADN à l'intérieur. Pro veut dire au début. OK? Donc, le prokaryote, c'était avant qu'il y ait un vrai noyau. Donc, ces organismes-là n'ont pas de vrai noyau. Ils ont plutôt une région générale où l'ADN se retrouve, mais ce n'est pas délimité visuellement. OK? Donc, eucaryote, vrai noyau, prokaryote, pas de noyau. Je vais aussi utiliser les deux termes autotrophe et hétérotrophe. Trophe veut dire alimentation. Auto veut dire par soi-même. Donc, les organismes qui sont autotrophes fabriquent leur propre nourriture. OK? Alors que les hétérotrophes, eux, doivent manger, doivent ingérer, faire absorber la nourriture. Je vais aussi parler de la membrane cellulaire, la membrane plasmique. Donc, c'est vraiment la membrane qui va entourer la cellule. Celle-là est importante. Et des fois, je vais parler d'une paroi cellulaire. Donc, ça, c'est un mur, une espèce de couche qui est mise par-dessus la membrane, donc vers l'extérieur de la membrane cellulaire. Puis, il y a certains groupes qui l'ont, puis d'autres qui ne l'ont pas. Donc, on va parler de ça au courant de nos 6 règnes. On va aussi parler un peu des parois cellulaires parce qu'ils sont pas mal toutes différentes. Il y en a qui peuvent être faites à partir avec des peptidoglycanes. Donc, ça, c'est des molécules qui sont faites d'un sucre qui est associé à une protéine. OK? On a aussi des parois qui sont plus avec de la chitine, qui est un genre de gros sucre complexe avec de l'azote dedans. Puis certaines parois sont faites de cellulose, qui est du sucre complexe qui est formé par plusieurs unités de glucose attachées ensemble. Donc, le premier règne, c'est un des derniers qui a été rajouté, c'est le petit bébé des règnes. Ce sont les archéobactéries. Avant, elles étaient comprises dans le règne des bactéries, mais là, ils ont décidé de les séparer. Ils pensent que ça serait vraiment parmi les premières bactéries qui ont existé. Donc, elles sont prokaryotes, elles n'ont pas de vrai noyau. Ce sont des organismes unicellulaires. Donc, une cellule, c'est un organisme vivant à part entière. Et vivent sans oxygène. Donc, c'est quand même assez rare les organismes vivants qui n'ont pas besoin d'oxygène. Donc, on les appelle des anaérobiques. Donc, ils n'ont pas besoin de l'oxygène. Elles sont aussi autotrophes. Elles font leur propre nourriture avec de la chimiosynthèse. Souvent, les archéobactéries vivent dans des milieux très extrêmes. On va voir des exemples un petit peu plus tard. Leur membrane cellulaire, il y a beaucoup de lipides, des gras spéciaux qui vont leur permettre de vivre dans des situations très dangereuses, comme ça des températures très froides ou très chaudes. Certaines vont avoir une paroi par-dessus leur membrane. Puis on pense, les scientifiques, là, ils estiment que ce seraient les premiers organismes, donc ce serait l'origine de la vie sur Terre. On a regroupé les archéobactéries en 3 principaux groupes. Il y a les méthanogènes qui vont produire du méthane. Ça, c'est ça qui va leur donner leur énergie. Avec l'évolution, ces bactéries-là auraient pu coloniser des milieux de moins en moins chauds. On les retrouve actuellement, à l'heure actuelle, là, surtout dans les marais, dans le système digestif de certains ruminants. Elles sont anaérobiques strictes, ce qui veut dire qu'elles ne peuvent pas vivre où il y a de l'oxygène. S'il y a de l'oxygène, elles meurent. C'est ce qui veut dire par strict. On a les archéobactéries qui sont halophiles. Et non, elles n'ont pas un halo sur la tête. Halo veut dire sel. Donc, elles vivent dans des environnements très salés. Des concentrations qui peuvent même dépasser 15 de salinité. Puis pensent que la mer, c'est à peu près 3,5. OK? Donc, c'est très salé.
Puis elles ne pourraient pas se développer ou vivre dans des situations moins salées que ça. C'est ça que ça leur prend. Et le troisième groupe d'archéobactéries, c'est d'autres milieux extrêmes, c'est les thermoacidophiles. Phile, là, ça veut dire aimer. Donc, ils aiment la chaleur et l'acidité. Thermo, chaleur, acido, acide et phile, aiment. Donc, ils vivent surtout dans des milieux très chauds et acides, comme des sources thermales sulfureuses dans le fond de l'eau, les volcans, les cheminées marines. Puis souvent, à plus de 80 degrés Celsius, c'est là que ça va être optimal pour elles, puis elles vont vraiment pouvoir être en santé, là. Donc, voici un petit exemple de archéobactéries. Deuxième règne qu'on voit, le règne des bactéries maintenant. Vous allez voir, ça ressemble un peu, mais ils sont un petit peu moins extrêmes, eux autres. Encore des organismes unicellulaires, donc une seule cellule, c'est un organisme à terme entier, il peut faire toutes ces choses. Prokaryotes, pas de noyau réel. Eux, ils ont une paroi cellulaire qui est composée de peptidoglycanes. C'est d'ailleurs comme ça que les antibiotiques réussissent à tuer les bactéries, c'est que ça va aller détruire leur paroi cellulaire, ça va les tuer. La plupart des bactéries sont hétérotrophes. Elles doivent manger. Oui, oui. Ils ont une petite bouche. Non, c'est pas vrai. Ils absorbent des molécules, OK, à travers un processus de transport qu'on va voir dans notre module 3. Certaines, par contre, peuvent être autotrophes, donc faire leur propre nourriture, comme les cyanobactéries qui font de la photosynthèse, comme les plantes. Certaines bactéries peuvent se déplacer avec un flagelle, donc c'est comme une espèce de petit cil, comme ça va les propulser. Et ils se reproduisent de façon asexuée, ils font la scissiparité. Les bactéries peuvent être de trois formes visuellement, là. Ils peuvent être rondes, on les appelle les coques. Ils peuvent être sous forme de bacilles, donc c'est comme des bâtonnets. Et elles peuvent être des spiroquettes en forme de spirale. Donc, voici un exemple. E. coli, c'est un exemple de bacille. C'est une bactérie qui se retrouve naturellement dans nos systèmes digestifs, dans nos intestins et dans les intestins des animaux aussi. Si on est en contact avec des fesses, les excréments de certains animaux ou des humains, on peut développer le E. coli. Donc, si on le mange, on va être malade. La streptocoque, tu sais, là, la strep, là, qui tu pognes dans la gorge, là, qui fait extrêmement mal, ben le streptocoque, le coque veut dire que c'est une bactérie qui est ronde. Donc, ça, on peut donner des antibiotiques contre le streptocoque. L'image ici, la bleue, là, on voit les cyanobactéries. Donc, ça, c'est l'image d'un lac ou d'une rivière, je ne suis pas certaine, qui a été inondé, pas inondé, mais envahi par une énorme quantité de cyanobactéries, puis ils sont comme bleu-vert. Ça fait comme beau, mais c'est pas bon pour l'environnement. Et en haut, j'ai mis un autre exemple de coque. Prochain règne. On est rendu au troisième déjà. Le règne des protistes. Eux autres, ils sont tellement cute. Vous allez voir les belles petites photos. Le noyau apparaît. OK? Donc, nos deux premiers règnes, pas de noyau, des prokaryotes. Les protistes ont un noyau et ont des organites membranaires aussi. OK? Donc, on les appelle des cellules eucaryotes, un vrai noyau. Ce sont presque tous des organismes unicellulaires et il y en a quelques-uns qui sont pluricellulaires, quelques sortes d'algues. Mais pas les algues que tu verrais là, dans la mer, que tu peux prendre dans tes mains. C'est des minuscules algues. Les protistes ne peuvent vivre que dans l'eau. Le liquide est nécessaire à leur survie. OK? Sinon, ils ne peuvent pas vivre. La plupart des protistes sont hétérotrophes. Elles doivent manger avec leur petite bouche. Non, OK. Fait 2 fois, je fais la joke. Faut que je l'arrête. Elles vont absorber la nourriture, mais les algues, elles, vont faire la photosynthèse. La plupart, vu qu'ils sont dans l'eau, doivent se déplacer. Soit qu'ils vont avoir des flagelles, qui ont une longue queue, des cils, donc ça, c'est tous des petits poils autour sur leur membrane, ou des pseudopodes, qui est des espèces c'est la membrane cellulaire qui s'étend, puis ça lui permet d'avancer lentement, un peu comme un escargot, genre. Euh, Tous les protistes vont se reproduire de façon asexuée, donc ça veut dire que ça n'a pas besoin d'un mâle et d'une femelle, donc un organisme peut faire un bébé par lui-même, mais quelques-uns vont faire la reproduction sexuée, un mâle, une femelle,
fécondation nouveau bébé. OK? Là, j'aurais peut-être dû préciser, là, quand je dis tout, tout se reproduit, il faut faire attention en bio, OK? Il y a souvent des exceptions, donc il faut garder ça en tête. Il y a 3 groupes de protistes. Les protozoaires. Les protozoaires, eux autres, on les compare aux animaux dans le sens qu'ils doivent manger. OK? Donc, ils doivent ingérer, absorber leur nourriture. Donc, ils sont hétérotrophes, pareil comme les animaux. Ensuite, on a le groupe des algues protistes. Donc, elles, les algues, elles ressemblent plus aux plantes. Donc, elles sont autotrophes, elles font la photosynthèse. Et là, tu as comme un drôle de groupe. En bio, là, même si les scientifiques essayent bien de faire des belles classifications, des belles boîtes, archéobactéries, bactéries, protistes, champignons, il y en a des organismes là, qui sont comme juste entre les deux. C'est-tu des protistes? C'est-tu des champignons? On ne sait pas. C'est un petit peu des deux. Ici, on a les myxomycètes et les champignons aquatiques. On voit champignons, on a tendance à penser que c'est dans le groupe des mycètes, des champignons, mais non. Ils ressemblent aux champignons par leur reproduction. Ils vont faire des spores. Ils ressemblent aussi aux plantes parce qu'ils ont une paroi autour de leur spore qui est faite de cellulose, pareil comme les plantes. Puis ils ressemblent aux animaux qui sont hétérotrophes parce qu'ils doivent ingérer leur nourriture. Ils sont hétérotrophes. Donc, il y a comme un peu de tout, les myxomycètes et les champignons aquatiques. Donc, ils ont décidé de les classifier dans le règle des protistes parce qu'ils ont absolument besoin de l'eau. Voici des exemples de protistes. Donc, il y a des protistes qui peuvent donner des maladies, comme la trypanosoma brucei. Si ça arrive dans ton sang, tu vas avoir la fameuse maladie du sommeil. C'est une maladie qui était très dangereuse dans les années 90, surtout en Afrique, mais ça a été un peu partout. Mais maintenant, elle est un peu plus sous contrôle. Au début, fièvre, fatigue, douleur musculaire. S'il n'y a pas de traitement, ça se rend dans ton cerveau et ça peut être fatal. Donc, tu peux en mourir si tu n'es pas traité. Si tu pognes le trypanosoma, la maladie du sommeil, c'est souvent une maladie qui va revenir, une maladie chronique. Tu vas avoir de la misère à t'en débarrasser. Mais regardez-moi les belles petites photos à gauche, à droite. Elles sont-tu pas cute? Des beaux petits protistes, toutes sortes de formes, des petits poils, des petits cils. Oui, ils sont assez cute. Celle en bas, on voit les vertes. Donc, elle, ça serait dans le groupe des algues. Donc, elle doit faire la photosynthèse. Elle du milieu, elle est blanche, donc ça doit être une hétérotrophe. Et si tu regardes la photo du haut, elle qui est en cercle, là, ça, c'est toutes des petits protistes attachés ensemble. L'autre à côté, une autre sorte de protiste. Bon, on continue dans l'évolution. On est rendu aux mycètes, les champignons. La plupart des champignons sont pluricellulaires. Donc là, rappelez-vous, on avait les archéos qui étaient unicellulaires, les bactéries qui étaient unicellulaires, les protistes qui étaient presque tous unicellulaires. Et là, tu arrives dans les mycètes où ce que maintenant, la plupart sont toutes pluricellulaires, donc plus qu'une cellule. L'exception, parce que ça prend tout le temps des exceptions, il n'y a rien de facile en bio. Les levures, c'est considéré comme des champignons, mais elles sont unicellulaires. La levure couramment utilisée dans la nourriture. Donc, c'est la levure qui fait lever le pain, la pâte à pizza, et c'est la levure qui fait le pétillant et l'alcool dans la bière, par exemple. Les mycètes sont eucaryotes, ils ont des vrais noyaux dans leurs cellules. Ils vivent souvent en association avec d'autres organismes vivants, comme souvent des plantes. Okay? Tu vois souvent des champignons là, attachés à un arbre. Les champignons sont assez spéciaux. Le plus gros du champignon, il est sous terre. C'est un gros réseau de petits filaments qu'on appelle les ifs. Donc, on ne parle pas de racines pour les champignons. On parle des ifs. Puis là, toute cette partie de petits canaux-là, des filaments, on appelle ça le mycélium. Donc, ça, c'est très gros. Tu pourrais voir sous terre, là, ça serait plein de petites ifs, de mycélium, de champignons. Champignons ont une paroi autour de leur cellulaire qui est composée de chitine. Ils sont hétérotrophes. Ils doivent manger les champignons. Ils ne sont pas verts. Ils doivent manger. Ils vont décomposer et absorber la nourriture à l'intérieur d'eux avec des petites enzymes.
Donc, ils vont libérer des petites enzymes dans l'environnement, ça va décomposer, ils vont absorber ça à l'intérieur. Je précise que comme ils sont hétérotrophes, ils n'ont pas de chlorophylle. Il y a beaucoup de monde qui pense que les champignons font leur propre nourriture. Pas vrai, ils ne sont pas verts, il n'y a pas de chlorophylle, ils ne font pas de photosynthèse. Là, les champignons, là, tu peux penser aux fameux champignons avec le pied puis le chapeau, mais champignons ont différentes formes. Si tu regardes la photo à gauche, c'est comme une petite boule blanche. Puis à l'automne, si tu piles dessus, ça fait pouf! Ça fait un petit nuage de poussière noire. On appelle ça des vestes de loup. C'est un champignon et à l'automne, il libère ses spores dans l'environnement pour faire des bébés. OK? Donc ça, c'est un champignon, il n'est pas encore mûr, là. Il vient plein de petits picots blancs. Les champignons peuvent aussi être utilisés dans la nourriture, comme je vous disais, comme les levures dans la bière, dans le pain. Puis évidemment, on ne les voit pas, là. C'est pas un champignon avec un pied et un chapeau qu'on met dans le pain, là. C'est des petites, minuscules levures qui sont unicellulaires. On ne les voit pas avec nos yeux. Les champignons peuvent aussi causer des maladies, comme le pied d'athlète ou des mycoses, qui sont souvent des affections de la peau, là. Donc, la peau vient sec, rouge, ça pique. Pied d'athlète, souvent chez les sportifs, là, parce que c'est très, très humide, les orteils, puis ça peut, les champignons aiment l'humidité, fait qu'ils vont aimer ça être là. Bon, hey, avant-dernier, le règne des végétaux, donc les plantes. Les plantes sont toutes pluricellulaires, donc plus qu'une cellule, donc c'est des millions et des millions de cellules. Elles sont eucaryotes, elles aussi, un vrai noyau. Autour de leur membrane, elles ont une paroi cellulaire qui est faite de cellulose. Elles sont autotrophes, donc elles font leur propre nourriture avec la photosynthèse. Donc, elles prennent l'énergie du soleil, le CO2 et l'eau pour ensuite de ça faire une réaction chimique et ça va produire du sucre et de l'oxygène. Elle possède la chlorophylle. Donc, la chlorophylle, c'est ça qui donne la couleur verte et qui permet de faire la photosynthèse. Le règne végétal sont quand même bien organisés. Les cellules sont organisées en tissus, en organes plus spécialisés. La racine, la tige, les feuilles, les fleurs. Puis, à cause de la photosynthèse, elle produit l'oxygène qui est essentiel à tous les organismes vivants. Le règne des végétales est divisé en 4 grands groupes et c'est selon leur évolution. Donc, les premières plantes qui seraient venues sur la Terre, ça aurait été les bryophytes, nommés les mousses. Donc, on voit dans la photo en haut, ici. Donc, les petites mousses qui sont jamais très hautes, pas plus que ça de haut. Elles peuvent pas se tenir debout toutes seules. C'est très mou. Et elles doivent être constamment dans l'eau. On les retrouve beaucoup dans les tourbières et dans les milieux très humides. Ensuite de ça, les bryophytes auraient évolué et seraient devenus des ptéridophytes, qui est le groupe des fougères. Donc là, on voit la photo ici. Fougère a l'air d'une plante comme normale, mais elle n'est pas considérée comme une plante évoluée. Elle commence à être évoluée, mais elle n'est pas aussi tant évoluée que les autres. Ensuite, ça a continué l'évolution et là, on est devenu au gymnosperme. Ce sont nos conifères, les sapins, les pins, les épinettes. Eux, ce qu'ils ont de spécial, c'est qu'ils ne perdent pas leurs feuilles durant l'hiver. Leurs feuilles sont capables de fonctionner l'hiver. Et l'aiguille, là, c'est quoi? C'est une feuille d'arbre. Je vais prendre un post-it. Donc, imagine que ça, c'est une feuille d'arbre. Donc, ils ont pris leurs feuilles, puis avec l'évolution, ils ont roulé leurs feuilles pour faire une aiguille. OK? Ils ont entouré ça d'une cire, d'une couche de cire pour protéger contre la neige, le froid. Fait que les aiguilles réussissent à continuer à faire de la photosynthèse malgré le froid et le peu de soleil. Ils font leur reproduction avec les cônes, les cocottes. Je ne sais pas comment vous les appelez, nous autres on les appelle les cocottes. Et finalement, les plantes les plus évoluées, ce sont les angiospermes qui sont toutes nos plantes à fleurs. Alors, toutes les plantes qui font des fleurs et qui font des fruits et des graines, ce sont nos angiospermes. Okay, les pommes, les poires, les oranges, toutes les belles fleurs que vous avez devant la maison, ce sont des angiospermes. Et finalement, règne animal, pluricellulaire pour sûr, donc beaucoup de cellules, eucaryotes avec un vrai noyau. Les règnes animaux n'ont pas de paroi cellulaire autour de la membrane. Ils sont tous hétérotrophes, donc ils doivent ingérer, manger, digérer la nourriture.
Ils peuvent se déplacer de plein de différentes façons et les cellules sont organisées en tissus, organes, systèmes spécialisés. Des exemples, OK? Ben, en gros, là, le règne des animaux se sépare en deux groupes. Il y a les vertébrés et les non-vertébrés. Donc, ceux qui ont des os et ceux qui n'ont pas d'os, en gros, c'est ça que c'est. Dans ceux qui n'ont pas d'os, on a les insectes, OK, par exemple. Ensuite de ça, ceux qui sont cordés ou qui ont une colonne vertébrale, OK? Donc, les mammifères, les oiseaux, les poissons, etc. Ceci, ça montre juste un peu, et là, j'aurais aimé pouvoir dessiner, mais ça montre un peu l'évolution. Donc, il y aurait eu une première cellule à un moment donné qui aurait évolué dans un sens ici par en haut. Et ça aurait créé nos thermophiles, nos thermoacidophiles, nos halophiles, nos méthanogènes, qui sont nos archéobactéries. Eux, ils n'auraient pas évolué, ils seraient là depuis le début. Ensuite de ça, à un moment donné, il y aurait eu une branche ici qui aurait comme bifurqué. Puis, ça aurait été l'ancêtre de notre cellule eucaryote. Donc, qui aurait produit des cellules avec un noyau. Donc, avec évolution et évolution, ça aurait créé le règne des animaux, le règne des champignons, le règne des protistes et le règne des plantes. Ensuite, par l'autre bord, on aurait eu une autre sorte de bactéries qui seraient développées ici, qui sont nos bactéries pneumonaires. OK? Donc, dépendant quel modèle que tu regardes, nos vraies bactéries ne seraient pas venues après les archéobactéries. Ils auraient évolué parallèlement. Mais dépendant qui ce que tu regardes, l'information peut être différente. Voilà, c'est terminé. Beaucoup d'informations dans les règnes. Donc, assurez-vous de prendre le temps de réécouter, lire vos notes et poser vos questions.